Je crois que les joueurs ont envie de jouer, les entraîneurs ont envie d'entraîner et les clubs ont besoin de visibilité. Donc, c'est bon pour personne une journée à 2 matchs. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Franck Maurice, l'entraîneur de l'USAM Nîmes-Gare Handball, pour débriefer de cette 20e journée de championnat et puis globalement pour faire un point en ce 29 mars. Franck, est-ce que tu es prêt à répondre à nos questions sans langue de bois? Je suis évidemment prêt à débattre de tout ce dont tu auras envie, avec plaisir. Tu jouais mardi soir le match aller en Coupe d'Europe contre Tchekhov en Russie. Vous vous êtes incliné 30-25, vous jouez le match retour demain soir. J'ai envie de dire comment va l'équipe dans un premier temps? Elle a été, il faut le reconnaître, très affectée par la défaite, d'autant plus qu'on avait fait une très bonne première mi-temps. On menait de 2 buts à la mi-temps, 15-13. Et puis on a eu beaucoup de mal, comme on l'avait fait à Nantes quelques jours plus tôt, à remettre le bleu de chauffe dès l'entame de la seconde période. Malgré tout, on est quand même au contact. Et puis on a fait un dernier quart d'heure catastrophique où on a marqué 2 fois, et dont aucune dans les 6 dernières minutes. Je crois qu'on a perdu le fil du match, et puis quand on s'est rendu compte qu'on allait le perdre, on n'a pas su le perdre correctement. Parce que c'est une rencontre qu'on aurait pu évidemment gagner, parce que vu notre première période, je pense que c'est une équipe qui est à notre portée, Tchekhov. Malgré tout, dans ce contexte-là, dans le contexte d'un match aller-retour avec de l'enjeu, forcément une équipe qui va rester sur le carreau dans une heure, on aurait dû serrer plus le jeu, être beaucoup plus lucide dans les dernières minutes et revenir à Nîmes avec un résultat, certes, qui n'était pas celui qu'on espérait, mais qui était peut-être moins problématique que celui qu'on a aujourd'hui. Bon, malgré tout, on en est quand même à la mi-temps. Il reste 1 heure et on va tout donner, comme on sait le faire dans certaines circonstances, pour aller chercher un exploit historique, parce que c'est un moment historique pour le club. Jouer un 8e de finale de Coupe d'Europe, ça faisait 25 ans que le club n'était pas rentré en Coupe d'Europe, et donc a fortiori à un tel niveau de compétition. Mais là, ce serait une des plus belles pages de l'histoire de l'USAM qu'on pourrait tourner demain. Donc on a beaucoup d'envie, beaucoup d'attentes autour de ce match-là, et on espère qu'on va pouvoir lâcher les chevaux, mettre le feu, même si ça ne sera pas le Parnasse que l'on aurait souhaité pour un match comme celui-là. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'énergie autour de nous. Alors, vous avez eu des contraintes supplémentaires du fait que vous soyez sorti de la zone Europe. Raconte-nous comment ça se passe cette semaine. Vous avez pu vous entraîner tout de même? Alors, on a pu s'entraîner, mais on devait garder une bulle sanitaire dans laquelle personne ne devait rentrer. Donc, tous les entraînements ont été à huis clos. On a croisé personne à l'intérieur du Parnasse, et puis après, on rentrait chez nous. Donc, c'était bon, j'allais dire étrange, oui et non. On est avec on en le arrive à un contexte stade aujourd'hui. Où plus rien ne nous Ouais, surprend. oui, c'est un peu ça, parce qu'on a quand même connu le confinement, on a connu des périodes un peu compliquées. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je me rappelle le mois d'octobre qui avait été un mois très difficile et plein de péripéties pour l'USAM. Donc voilà, aujourd'hui, on doit avoir la capacité de s'adapter à toutes les situations. C'en était une nouvelle, mais finalement, l'essentiel pour nous, c'était de pouvoir nous entraîner, voilà, et de pouvoir, avec ceux qui avaient fait le déplacement à Tchekhov, pouvoir quand même préparer ce match-là de manière la plus sérieuse et la plus rigoureuse possible. Moi, je trouve que dans ces circonstances-là, il y en a une qui nous est favorable, c'est qu'il n'y a pas eu de match entre les deux. Puisqu'on n'a pas pu jouer Chartres, et ça fait une rencontre supplémentaire à reporter et à remettre dans le calendrier. Mais du coup, on a pu se concentrer uniquement sur le retour de Tchekhov, et pour ça, c'était positif. Et globalement, ton équipe, tout le monde est apte? Il y a un petit doute sur la participation de Nicolas Nieto, qui s'est fait un petit peu mal à la hanche hier, puisqu'on s'est entraîné hier aussi lors de la séquence d'entraînement. Les autres sont aptes, et on aura normalement 16 professionnels prêts à en découdre. Bon, et alors ces 5 buts justement, comment tu apprécierais ce match? Est-ce que ça va être de se qualifier, ça va être très compliqué, à votre portée, largement jouable? Clairement, l'objectif, c'est quoi l'état d'esprit? Je pense que c'est jouable. Malgré tout, on affronte une équipe qui est habituée à ce genre de rendez-vous. Tchekhov, c'était un Final Four il y a
il y a 5 ou 6 ans de la Ligue des Champions. Je pense que c'est un match qu'il faut qu'on enflamme, qu'il faut prendre par le bon bout en mettant de l'intensité, en mettant du rythme. Et puis, c'est surtout une rencontre dont il va falloir maîtriser le rythme. Il y aura certains, on va pas pouvoir faire une rencontre à 2000 à l'heure pendant 60 minutes, mais il faut prendre les rênes de ce match-là, mettre de l'intensité, faire douter Tchekhov, les prendre sur notre point fort, c'est-à-dire défense, intensité, combat et jeu sur grand espace. Et puis maîtriser les moments tendus où on pourra faire basculer la rencontre, où eux seront dans le doute, où ils seront peut-être un peu mieux et on devra maîtriser nos temps faibles. Donc c'est vraiment une question de rythme et de maîtrise à l'intérieur d'un match. Bien. Bon, alors ce week-end se jouait le championnat. Je ne sais pas si tu as regardé les 2 matchs qui se sont joués. Oui, il fallait. Ouais, il y avait peu de disponibilité à avoir pour suivre la journée de championnat, parce que 2 matchs pas les louper, ouais. sur les 8 qui étaient programmés, effectivement, et en plus 2 matchs qui ont eu lieu vendredi. Oui. Alors j'ai regardé le Montpellier-Limoges, puisque Limoges est notre prochain adversaire, et j'ai suivi d'un peu plus loin le Nantes-Cesson, mais ce sont 2 rencontres, oui, qui ont été intéressantes à la fois dans leur déroulé et puis dans leur contenu. Donc Montpellier et Nantes, les 2 favoris, on va dire, se sont imposés. Tu parlais de Limoges, qui est votre prochain adversaire. Tu as regardé avec un œil forcément attentif et déjà concerné par ce match-là, ou c'était quand même priorité à la Coupe d'Europe? Non, on a regardé avec beaucoup d'attention la performance de Limoges à Montpellier. Bon, c'est une équipe qui est en confiance, et c'est pas les 45 premières minutes qu'ils ont effectuées à Montpellier qui vont me faire changer d'avis. Aller à Montpellier, à Bougnols, c'est toujours très compliqué. Ils ont, je trouve, plutôt bien joué et tenu la dragée haute à Montpellier pendant 45 minutes. C'est vrai que je trouve que le score est un peu sévère, parce que c'est... Il s'incline 37-29, on le rappelle. Ouais. Il y a, je pense, sur ce match-là, une bascule autour de la 42-45e minute là, qui fait que Limoges perd un peu pied. Mais bon, je trouve qu'ils sont fidèles à ce qu'ils développent. Il y a eu un Mike Brassler dangereux. Il y a eu des bonnes séquences offensives très précises organisées par Tariq Ayatou qui conduit ça d'une main de maître. Et puis je trouve un projet collectif qui est clair et qui est porté à la fois de manière très dynamique par Lombroso, ou de manière très posée et très précise par Romain Ternel. Donc c'est vraiment une équipe qui a beaucoup d'atouts. Bien complète. Belle analyse. Si on revient sur Nantes et Montpellier qui sont imposés, pour toi, qui est le mieux armé pour décrocher cette 2e place qualificative en Ligue des Champions? Est-ce que c'est forcément l'un d'entre eux? Je pense que ce sont les 2 équipes les mieux armées, oui. Parce qu'ils ont un vécu collectif et une expérience qui est irremplaçable, surtout dans une saison où les circonstances sont particulières. On voit qu'on est obligé de s'adapter à un calendrier qui est tout le temps en mouvement, à des effectifs qui sont eux aussi tout le temps en mouvement, des circonstances d'entraînement qui peuvent bouger. Et dans ces cas-là, ce qui rassemble et ce qui est le moins compliqué à mettre en route, c'est l'expérience collective. Donc je pense que ce sont effectivement les 2 équipes qui sont les mieux armées pour aller titiller le Paris Saint-Germain. Derrière, c'est Aix, c'est j'espère l'USAM, c'est Chambéry, c'est Limoges, c'est Saint-Raph qui est aussi en train de revenir et de ressortir la tête de l'eau après un début de saison un peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est très dense, et encore une fois, c'est très compliqué de faire des pronostics. Moi, ce que j'espère d'abord, c'est que les joueurs et l'ensemble des joueurs, je ne parle pas seulement des joueurs de l'USAM, seront préservés de tout problème qui seraient des problèmes un peu plus graves que ceux qu'on connaît au quotidien, de ceux d'une simple contraction de virus, et puis ensuite passer à autre chose, et puis qu'on pourra quand même terminer le championnat, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs qui commencent à s'accumuler et à être en retard. Nous, on en a 5 par exemple. Je crois qu'on fait partie des équipes qu'on ont le plus avec Aix-en-Provence. Donc c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer les équipes, dans quel état de forme elles vont être, avec quel effectif. Donc c'est le jeu des pronostics est compliqué, mais malgré tout, j'espère qu'on aura la capacité d'aller au bout de la saison.
Alors justement, tu as suivi ces annulations de dernière minute un peu, surtout hier avec Tremblay-Ivry et le Chambéry-Aix, qui n'a pas été officiellement annulé. On attend toujours des nouvelles. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah écoutez, nous on a vécu ce genre de péripéties avec l'USAM en montant à Chambéry aussi. Nous on avait pris le parti de ne pas faire demi-tour sur l'autoroute. Et pourtant on avait que 8 professionnels aptes à jouer et un cas de Covid avéré dans le bus. Cette fois-ci, on n'avait pas pu faire reporter le match, on avait dû le jouer. Dans des conditions qui aujourd'hui sont lointaines. Le virus a évolué, les conditions sanitaires ont évolué. C'est compliqué de donner un avis quand on n'est pas au cœur du réacteur dans ce moment-là. Surtout qu'il y a eu des péripéties, notamment à la commission médicale, puisqu'il me semble qu'il y a eu quelques entrefaits entre la COC et la commission médicale. Mais l'essentiel, encore une fois, et c'est ce que je viens de vous dire, c'est de préserver la santé des joueurs. Voilà. Je sais pas à qui ça profite. Ce que j'espère simplement, c'est que tout le monde saura trouver le meilleur terrain d'entente pour que les matchs se jouent, parce que je crois que les joueurs ont envie de jouer, les entraîneurs ont envie d'entraîner, et les clubs ont besoin de visibilité. Donc, c'est bon pour personne une journée à 2 matchs. Surtout quand c'est des matchs qui sont programmés sur BeIN et qu'on fait faux bond à notre diffuseur qui est un de nos soutiens principaux. C'est pas l'image que l'on voudrait donner. Nous, ce qu'on souhaite donner, comme image, c'est une compétition qui continue, une ligue qui continue à se battre malgré des circonstances qui sont difficiles, des clubs qui continuent à travailler et qui réussissent. Je vois beaucoup de choses s'organiser et à l'USAM et dans d'autres clubs autour de leurs partenaires institutionnels ou privés, qui arrivent quand même à les concerner, à garder le fil avec tout le monde, avec les supporters. Et ce qui est important, c'est qu'on continue à jouer et qu'on continue à avoir de la visibilité. Est-ce que tu évoquais cette période du mois d'octobre où vous avez complètement traversé cette tempête, on va dire, du Covid. Comment tu ressens ces reports de matchs, ces tests, ces cas contacts, toute la remise, l'évolution perpétuelle de vos plannings, je suppose? Ça a tendance à t'énerver ou est-ce que tu prends ça avec philosophie? Après tout, c'est nécessaire et c'est pour tout le monde pareil. Mais, nous, on a pris le parti et on a beaucoup travaillé sur nous avec le staff à l'USAM, d'essayer d'être le plus dans l'adaptabilité possible. On s'est bien posé la question de savoir si on allait trouver le vaccin et c'est pas nous qui allons le trouver. Donc on peut pas agir sur ce qui se passe. Ce sont des directives qui viennent de l'État, de la Ligue, et nous, notre rôle, c'est de s'adapter à tout ce qui va se présenter, que ce soit des reports de matchs, des indisponibilités, des effectifs qui sont fluctuants, faire intégrer les jeunes du centre de formation. Pour eux, ça a été bénéfique à l'intérieur des effectifs. Donc nous, notre rôle, c'est d'être le plus dans l'adaptabilité possible. Encore une fois, en préservant l'essentiel, c'est-à-dire la santé des joueurs et aussi la santé des clubs. Donc je crois que tout le monde se bat pour que l'activité elle puisse continuer. Moi, j'ai vraiment une pensée très forte pour les clubs amateurs. Moi, j'ai plein de copains qui aujourd'hui sont à l'arrêt, au Perreux, en Vendée, à Gagny, mon club de cœur. Ils peuvent plus s'entraîner, il y a plus de compétition. J'ai mes enfants, mes filles qui sont dans des structures de haut niveau, qui elles ont la chance de s'entraîner, mais il y a plus de compétition. Donc aujourd'hui, le handball, il est à l'arrêt, il marche au ralenti. Et ce que l'on aimerait, nous, secteur professionnel, c'est donner l'exemple d'une corporation qui continue à se battre, qui continue à donner l'exemple, qui, même dans la difficulté, arrive à transmettre cette notion de combativité qui est chère au handball, cette notion de solidarité qui transpire à l'intérieur de toutes les strates et de la Ligue et de la fédération. Alors oui, à certains moments, il y a des clubs, des équipes, des entraîneurs, des joueurs qui se sentent lésés, mais je crois qu'il n'y a pas de volonté de faire du mal ou d'embêter quelqu'un. C'est une situation qui est extraordinaire. Il faut s'adapter. Et puis, il faut surtout la traverser, si possible, ensemble. Ça, c'est le message qu'on essaie de faire passer.
Alors, je te propose de faire un petit point sur le classement, Franck, justement, avec cette situation si particulière. Alors, vous êtes actuellement 8e, mais si on ramène le classement réel, on va dire, au nombre de matchs joués, donc au nombre de points gagnés par match joué, vous repassez à la 7e place. Est-ce qu'au vu des circonstances, c'est un classement qui te satisfait? Non, moi je suis pas satisfait de ce qu'on a fait cette saison. On est branché sur le courant alternatif et on aurait, je pense, pu faire des matchs beaucoup plus accomplis que ceux qu'on a fait. Bon, encore une fois, c'est compliqué de s'appuyer sur de la régularité parce que justement le déroulement des matchs est lui pas régulier. Donc on a eu une bonne période entre Coupe d'Europe et championnat, notamment notre double confrontation contre Lisbonne là, en EHF et puis les matchs qu'il y a eu autour de ça, quand il y a eu justement cet enchaînement de matchs. Et on n'a pas réussi à retrouver de la régularité quand les matchs ont été un peu plus saccadés. Donc je suis pas satisfait de la prestation globale depuis le début de la saison. Malgré tout, et votre classement nous met 4 matchs en moins, c'est 5 matchs en moins pour nous. Alors, c'est 4 matchs par rapport à celui qui en a le plus, mais personne pour l'instant l'intégralité des matchs. Exactement, ouais. Donc, on va s'adapter et maintenant, les matchs vont s'enchaîner puisque quel que soit le résultat en Coupe d'Europe, soit on jouera des quarts de finale, soit on jouera des matchs reportés. Donc là, on va avoir un peu plus de rythme et j'espère qu'on va pouvoir retrouver une dynamique positive. Alors, sur le cas de Limoges et Aix, qui marquent un petit peu le pas quand même sur ces derniers matchs, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne crois pas que les histoires soient les mêmes. Je crois que de l'extérieur, l'absence de Pardin est un vrai problème à régler pour les Aixois. Et puis trouver du rythme aussi parce qu'ils ont aussi pas mal de matchs en retard et de matchs à effectuer. Donc c'est difficile de trouver du rythme comme ça l'est pour nous dans ces circonstances-là. Quant à Limoges, même si marquer le pas, ça me semble difficile de leur donner cette étiquette-là dans le moment qu'ils traversent. Ils font quand même des matchs aboutis. Je crois que faire douter Montpellier pendant 40 minutes, c'est pas rien. Il y a eu une défaite, je crois que c'est à Tremblay d'un but, me semble-t-il. Mais Tremblay-Chambéry d'un but également. Ouais, Tremblay-Chambéry. Alors c'est surtout leur défaite chez eux contre Chambéry, parce que Tremblay fait des belles sorties en ce moment, et même quand ils étaient dans des matchs perdus, ils les perdaient de pas grand-chose. Ils sont venus de s'incliner de très peu au Parnasse. Et notamment contre les gros, effectivement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc ils avaient quand même des performances qui étaient globalement, je ne suis pas à la place de Joël da Silva, mais qui étaient globalement satisfaisantes, mais pour lesquelles ils n'arrivaient pas à conclure par une victoire. Donc ils ont réussi à inverser le processus. Et je crois que ça s'équilibre un petit peu. On voit Créteil qui a regagné depuis pas mal de temps, qui a battu Chartres assez sèchement à domicile. Donc c'est compliqué. Voilà, Justement, si on fait un point sur le bas du classement, puisque tu en parles, Ivry aussi a pris des points au mois de février. Sur ces 3 équipes qui sont en bas de classement, est-ce que tu aurais un avis sur qui est le mieux armé là aussi pour se maintenir ? Sincèrement, je sais pas, puis je voudrais surtout pas donner de favoris dans cette course-là. Ce que je souhaite à toutes les équipes et en particulier à celles qui sont en train de se battre, soit pour l'Europe, soit pour le maintien, c'est de pouvoir les jouer avec toutes leurs armes et avec le moins de chamboulement possible, voilà, pour que l'équité elle soit le plus respectée possible. Alors tout à l'heure tu parlais de ton staff, que vous étiez mis en ordre de marche de manière la plus adaptée à la situation possible. On va parler de ce sujet-là qui te touche un peu plus près sans doute que le maintien, ton staff. J'ai vu qu'il était bien fourni, hein. Tu as un adjoint, tu as un spécialiste des gardiens, un préparateur physique, préparateur mental même. Est-ce que tu es le chef d'orchestre de cette petite équipe ou c'est un travail très collaboratif, très collectif ? En tout cas, c'est comme ça que je conçois le rôle de chef d'orchestre. C'est cadrer les missions de chacun, cadrer la fonction dont les missions peuvent interagir entre elles, et puis laisser à l'intérieur de ces missions de l'autonomie et de la liberté à chacun qui ont
quand ils ont la responsabilité de pouvoir les accomplir. Moi, j'ai une totale confiance dans l'équipe avec laquelle je fonctionne. Et ce qui est important, c'est que quand on a la chance de pouvoir bosser en toute confiance, on laisse justement les personnes à l'intérieur de cette organisation pouvoir apporter leur originalité, leurs compétences, leur façon de fonctionner, pour que, au bout du compte, c'est bien de travailler à plusieurs, c'est bien d'avoir une énergie positive, c'est encore mieux quand on s'entend, comme c'est notre cas, très bien à l'intérieur de cette équipe-là. L'objectif, quand même, c'est la performance. Donc, ce qu'on cherche, c'est à gagner des matchs et à donner un maximum de billes aux joueurs et à l'équipe dans l'objectif de gagner des matchs. Vous avez des outils particuliers pour collaborer ? Alors, on a travaillé sur le groupe, notamment Régis Bardera, qui est notre préparateur mental, qui a organisé des séminaires de travail, comme on peut le faire en entreprise, pour trouver une identité au staff, lui donner du caractère, savoir quels étaient nos points forts, nos zones de faiblesse, essayer de progresser sur nous-mêmes. On utilise des outils en interne sur le suivi des joueurs. Alors évidemment, il y a des applications de suivi physique, et puis sur l'humeur, le sommeil, l'appétit, etc. On a nos propres outils d'évaluation, ce qu'on appelle nous la météo des joueurs, et qui est affichée dans notre bureau pour savoir comment les joueurs se ressentent et comment nous, surtout, on les sent à l'intérieur de l'équipe. Et puis on a travaillé avec un cabinet de recrutement qui s'appelle Assess First, et qui nous a aidé à tracer la personnalité, en tout cas les motivations, les façons de fonctionner des joueurs et de l'équipe avec les joueurs. Donc on a essayé d'avoir la vue la plus large possible sur ce qu'était l'équipe, son fonctionnement, les joueurs à l'intérieur de l'équipe et la façon dont ils pouvaient s'imbriquer à l'intérieur du processus collectif. Pour tirer le meilleur, bien évidemment, de cette équipe-là. C'est l'objectif, ouais, c'est l'objectif. Mais on se faisait la réflexion, tu sais, ces circonstances-là, elles ont un vrai impact sur nous parce que on est une équipe qui a besoin de lien social et aujourd'hui, le lien social, en dehors du handball, il n'existe plus et on n'a plus le moyen de le créer. Donc, on s'aperçoit que ça nous manque, surtout quand on est une équipe qui fonctionne comme la nôtre, beaucoup à l'affect. Et il y a certains moments où on a été en déficit sur le lien qu'on pouvait avoir à l'intérieur de l'équipe et avec le staff. Donc c'est aussi une des retombées de la situation sanitaire. Voilà, il nous manque ces moments de partage. Et on sait que les joueurs ressentent un peu la même chose. Oui, je me doute, oui. Dans la préparation physique, alors j'ai une affection toute particulière, tu le sais ou pas, pour le CrossFit. Chez vous, le CrossFit, il a sa place. Alors peut-être plus en début de saison, est-ce que ça continue un peu pendant la saison ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? On a un préparateur physique, qui est Marc Tessonnière, qui bosse lui sur la planification et sur le contenu général de la préparation. Et on a en plus Mickaël Bouteillon, qui est propriétaire d'une salle de CrossFit, qui lui adapte les contenus présentés par Marco à des contenus CrossFit. Alors c'est pas du CrossFit pur, mais on a des séquences de WOD, puisque tu fais du CrossFit, tu sais ce que c'est qu'un WOD. On a des séquences d'haltéro, on a des skills, on a des choses qui sont adaptées à l'activité handball et qui sont surtout individualisées en fonction des besoins des joueurs et des périodes. Et puis c'est une activité à laquelle les joueurs ont adhéré. Voilà, c'est à la fois énergétique, ça peut être collaboratif. Il y a un peu de tout, il y a de la force, de la puissance. L'objectif, encore une fois, et c'est ce que je te disais pour le staff tout à l'heure, c'est d'aller vers la performance handball. Donc ce qu'on cherche, c'est du cardio et c'est de l'explosivité et pouvoir entretenir cette dynamique-là autre part que sur un terrain de handball ou dans une salle de musculation classique. Bien. Écoute, c'était très complet, Franck. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Tu sais ce qu'on te souhaite pour demain soir. Merci beaucoup. Le meilleur. Et puis à tous ceux qui nous ont regardés, merci. Passez une bonne semaine et puis on se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup. À bientôt.